Débat pour la nation, merci beaucoup à vous. Vous devenez de plus en plus très nombreux à suivre cette émission, des fidèles téléspectateurs de cette émission. Je reçois pour votre plaisir et votre honneur aujourd'hui deux grandes personnalités, deux politiciens d'État et deux jeunes qui montent de plus en plus. Rodrigue Ramazani, juriste, je ne parlerai pas des maîtres juristes, et je pourrais dire porte-parole, je ne sais pas attitré, mais on sait que le porte-parole, c'est le maître Nicolas Lengamele parmi les voix officielles de cette, si je pourrais dire, de ces grands partis politiques en vol de l'honorable Deli Sessang. En face de Rodrigue Ramazani, c'est Armand Moukoulou, l'un des cadres et communicateurs également des CCU, parti cher à Lambert Mende. Avec les deux, nous allons revenir sur l'actualité qui reste dominée également par cette histoire de l'union sacrée. Des députés continuent de désavouer Jean-Marc Aboun. D'après les députés nationaux, il y a les députés provinciaux. Nous allons prendre également l'avis, la haute cour militaire qui a rejeté la demande de la partie civile pour demander la comparution de M. Joseph Kabila à titre de renseignant dans ces procès de Chebea. Nous allons en parler avec nos invités. Je pense que restez branchés et scotchés chaque jour aux antennes de Perfect Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Prenez surtout des stylos et vos agendas parce que vous allez beaucoup noter. Il y a de la matière avec mes invités. Je commence par Rodrigue Ramazani. Et comment vous allez? Comment va les parties en vol de Deli Sessang? Merci Grammy d'abord pour l'invitation et la considération que vous accordez à mon parti et à ma modeste personne. Le parti se porte très bien, l'envol se porte mieux qu'avant. Mieux qu'avant, c'est-à-dire? Mieux qu'avant, c'est-à-dire, vous savez, l'envol aujourd'hui a pris de l'âge. A pris de l'envol, si on pourrait dire comme ça. Oui, aussi, parce qu'il y a la redynamisation du parti qui continue, il y a l'implantation sur l'ensemble du territoire national, et l'envol continue à faire parler de lui du point de vue des idées d'abord, sur les idées. Et de ce point de vue, le parti cher à l'honorable Sessanga se porte très bien. Je ne sais pas si vous allez me permettre de glisser... Un instant, je reçois également votre co-débatteur Armand Moukoulou. CCU, comment vous allez Armand? Vous, c'est votre deuxième participation et Rodrigue, c'est la première. Exactement. Bon, je me porte bien. Ouais. Je profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur, Rodrigue Ramazani. Il est de coutume de commencer à saluer la personne qui est en face de toi pour un débat. Mais aussi, je salue l'ensemble du personnel de Perfect Télévision. Sans oublier les dipos. Les vôtres, non? Les dipos. Florent Bantampi. Et son directeur général Peter Tiani. On voit une chaîne de télévision constituée essentiellement de jeunes, mais avec équipement des nouvelles technologies. Donc ça donne l'impression d'un endroit organisé. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Je reviens à vous Rodrigue Ramazani, biscuit de l'émission Au Choix. Je comprends déjà que vous avez votre histoire dans vos poches. Quelle est cette histoire? Vous voudriez parler de quoi? J'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, remercier le Ndalois et les Ndaloises, parce que moi je suis... Ah, vous êtes des Bandal? Moi je suis un habitant des Bandal, parce qu'ensemble avec la jeunesse sportive de Bandal et les habitants de Bandalungwa, nous avions commencé une lutte. Okay. La lutte sur la réhabilitation ou encore la reprise de travaux de construction du stade municipal de Bandal, aujourd'hui baptisé Stade King Kester Emenea. Ça répond déjà? Pas encore. Quand on a commencé ces combats, je crois en 2019, et notre premier point de presse, la sensibilisation, je le fais pendant toute l'année de 2019, et ensuite la toute première action, nous l'avions posée à travers un point de presse qui s'est tenu le 6 octobre 2020, et pour dénoncer la situation de léthargie qui régnait au regard de la construction de ces stades, parce que les travaux entraînés, les travaux ont été suspendus sans que les habitants de Bandalungwa puissent savoir les raisons
les raisons qui ont poussé à l'arrêt de travaux. Et le 22 octobre de la même année, donc 2020, nous avions organisé. Donc j'ai organisé ensemble avec les habitants de Bandal, les sportifs, le jeune, une affaire de 300 et quelques jeunes étaient avec moi. Ils m'ont accompagné dans cette marche pacifique pour dénoncer cette situation. Et à cette occasion, j'ai même été interpellé par la commune. D'abord, on a dispersé, la police communale avait dispersé notre marche parcours de gaz lacrymogène. Il y a eu de la violence, mais moi j'ai été interpellé par la commune. Les bourgmestres ne m'avaient pas donné des raisons valables pour nous dire pourquoi est-ce que le travaux s'était stoppé. Simplement, ils m'avaient dit qu'il s'agissait d'une question sensible. Mais aujourd'hui, je tiens à dire à saluer le Dalois, à le remercier. Parce que notre démarche était celui d'interpeller les élus de la FUNA, mais particulièrement les élus que Bandal a portés, pour leur dire qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail. La situation du stade est restée sans suite. Et aujourd'hui, je salue parce que... C'est un point très important. Godin Poy n'est pas en train de faire son travail. En tout cas, c'est un élu de Bandal d'abord, député provincial. À part lui, il y a les députés nationaux. Oui. Il s'agit là d'une question de politique nationale. Ah, d'accord. Lui, je crois que je peux lui reprocher un travail de lobbying. Tout ce que je peux dire est que le problème de la commune n'est pas porté. Ne porte pas suffisamment le problème de la commune. Mais aujourd'hui, grâce à ma voix, à ma modeste voix, je constatais que les élus commencent à bouger. Ouais. C'est pourquoi je tiens ici à féliciter tout le Ndalois. J'ai vu récemment à Dos Ndombas également là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les élus de la FUNA, j'en ai vu deux, sont venus rejoindre mon combat. Le combat que j'avais déjà commencé. Je tiens aussi à saluer le courage, bien que vous savez, dans ce pays, personne n'acceptera que vous aviez commencé un combat et qui vous ont rejoint. Encore que ce sont des élus, mais les Ndalois doivent savoir que notre combat va continuer jusqu'à avoir gain de cause. Merci beaucoup Rodrigue Ramazani. Avec vous Armand Monkoulou, moi je vous propose ces biscuits. Nous prenons le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est désormais à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, mais il se pose un problème. Nous avons des dettes et qui s'évaluent autour de 7 millions de dollars. Comment est-ce que vous réagissez? Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi, quitte à la tête de l'Union africaine, actuellement CEEAC, cette organisation de l'Afrique centrale, sous-régionale, avec une dette. Comment vous réagissez? Le pays est insolvable. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous devons d'abord comprendre l'objectif principal, sinon l'objectif spécifique de l'Union africaine, c'est lui de réaliser une grande unité, solidarité intercontinentale, mais aussi de réunir les peuples africains à travers des économies d'échange multilatérales pour équilibrer l'économie africaine d'une manière générale. Alors, vous remarquerez que le président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, il a exercé ses fonctions avec brio. Avec brio, pourquoi? Avec brio, oui, alors il a fait quoi? Oui, parce que aujourd'hui, si nous prenons par exemple le cas du sommet France-Afrique qui a été organisé par la République Emmanuel française, Macron, à travers son président Emmanuel Macron, pour la relance des économies africaines, vous verrez que lors de ces sommets-là, le président de la République avait porté haut les revendications, sinon les propositions de l'Afrique à travers ces sommets. Avec un financement de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars américains. Jusqu'à présent qui tarderait apparemment. Non, l'Afrique a bénéficié de 14 milliards de dollars américains au tirage au sort. C'est déjà entré en vigueur et ce sont des avancées. Et nous avons bénéficié aussi de 7 milliards de dollars américains pour la relance économique après que l'économie africaine a été ravagée par la Covid-19. Donc, ce sont des exemples palpables, ce sont des effets positifs de la production, je dirais, du travail, du
président de la République à la tête de l'Union africaine. On ne revient pas sur l'Union africaine, mais on parle d'abord de la dette, de cette dette de 7 millions. Comment expliquer qu'un grand pays comme le Congo, on vole des 15 milliards, on vole des millions, des 50 millions, mais que nous puissions avoir une dette de 7 millions? Est-ce que ce n'est pas une honte pour la République? Bon, il faudrait comprendre qu'en matière du budget, il y a ce que nous appelons la prévision budgétaire. Dans la ligne de la prévision budgétaire, tout n'est pas à dépenser. Donc, il y a des rubriques annexes réservées pour d'autres orientations. Par exemple, vous pouvez avoir un financement venant d'une organisation internationale, mais cet argent-là peut aussi être transformé pour des économies qui peuvent transcender des effets positifs dans l'économie nationale. On peut prendre comment expliquer que nous avons ces moyens des dettes de loyers avec nos ambassades dans un autre secteur qui apparaît prioritaire dans ces moments-là. Donc, je dirais, c'est un problème peut-être de la politique nationale dans le domaine de l'économie nationale qui pourrait booster les choses jusqu'à ce que nous puissions payer cette dette. Alors, je crois que ça sera payé. Mais vite, pour la CEEAC, le président de la République remplace Denis Sassou Nguesso, ça nous le savons, mais pour un mandat d'une année. Mais le président de la République a été apprécié lors de son mandat à la tête de l'Union africaine parce qu'il a travaillé dans les contextes qui n'étaient pas en tout cas faciles. Vous savez, avec la Covid-19, avec, je dirais, la déstabilisation même des frontières en Afrique d'une manière générale, mais le président de la République a joué réellement ses rôles porte-parole de l'Union africaine dans les concerts des nations sur le plan international. Mais c'est ce qui a même poussé que le président Félix puisse être porté à la tête de la CEEAC. Merci beaucoup. Alors, Denis Sassou sur la tête de la CEEAC depuis 2020. Alors, je prends Rodrigue Ramazani. C'est vrai que vous êtes congolais. Comment est-ce que ça vous fait? Je pose la question d'une autre manière. Apparemment, la RDC est insolvable, c'est insolvable partout. Nos loyers au niveau des sièges d'ambassade dans plusieurs pays, on ne paye pas. Beaucoup d'organismes au niveau, sur le plan international, même continental, on ne paye pas nos cotisations. Quelle est votre réaction en tant que Congolais d'abord? Est-ce une humiliation ou bien comment est-ce que vous sentez? Bon, vite, je vais peut-être prendre une partie de l'intervention d'Armand Moukoulou pour dire que ce n'est pas le fait de la gestion de Félix Tshisekedi qui du reste est mitigé. Au niveau de l'Union africaine, plusieurs ministres des Affaires étrangères ont donné de leur voix que Félix Tshisekedi aujourd'hui prend la gestion de la CEEAC. C'est une présidence tournante. Et en fait, c'est le tour de la RDC simplement, comme c'était le cas au niveau de l'Union africaine. Maintenant, l'insolvabilité, c'est la mégestion. C'est la mégestion simplement. Lorsqu'on gère mal les finances publiques de l'État, vous allez constater que nous allons tomber toujours dans ces histoires. Et ce n'est pas seulement avec Félix Tshisekedi, ça date de plusieurs années, ces problèmes. Kabila avait essayé un peu... Mais comment est-ce que 7 millions ici, on détourne des milliards? Kabila avait essayé un peu de moderniser, de modérer ces problèmes avec nos ambassades qui par moments ont été chassées, déguerpies, allais-je dire, déguerpies. Aujourd'hui, nous retombons dans la même chose. Nous ne sommes même pas dans la continuité, nous sommes dans la pire de ce qui se faisait avant. Les problèmes qui se posent en réalité est que les personnes qui nous gèrent aujourd'hui n'ont aucune vision, ne maîtrisent pas les questions de politique publique, ni interne, ni à l'externe. Le problème est que nous sommes dans une cacophonie de gestion de la vie politique de l'État. À un niveau, vous allez vous demander où nous sommes réellement. C'est ça votre préoccupation. Exactement, c'est ça.
C'est ça votre préoccupation. Tout ça, c'est parce que nous gérons mal les finances de l'État. Raison pour laquelle, à un moment donné, vous avez vu l'envol monter au créneau pour parler de la réduction du train de vie de l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État. Nous sommes... la RDC a à peu près un béni oui-oui, quoi. À chaque fois qu'il y a une organisation internationale qui se présente, nous adhérons. J'aurais même appris que le chef de l'État a décidé de nous amener vers le pays de la... J'ai oublié, de West Afrique. C'est encore quoi je vois. CEDEAO, l'organisation m'a échappé, ça va revenir au cours de l'émission. Vous voyez, nous allons dans les organisations sans pour autant tirer conséquence de là où nous sommes et voir en termes de résultats qu'est-ce que la RDC est en train de gagner, qu'est-ce que la RDC est en train de perdre. Malheureusement, nous sommes des bénis oui, nous acceptons tout ce qui nous vient. Et moi, ma crainte aujourd'hui, par exemple, pour le cas des CAC, vous vous souviendrez que le chef de l'État, lorsqu'il était au Kasaï, il avait dit aux Kassaïens, à Mbujima, que Balimbisaye, parce que les mandats de l'Union africaine pesaient sur lui, les temps pour lui de terminer les mandats de l'Union africaine pour bien gérer le pays. Aujourd'hui, il lui reste plus que 2 ans, il prend encore la charge de CAS. Vous pensez qu'il y aurait encore une autre excuse? Oui, mais le chef de l'État s'en est plein. Je crois que nous tous on a suivi. Moi, je préfère plus parler de fait parce que le fait, on n'invente pas. Le chef de l'État s'en est plein à Mbujima, vous êtes journaliste. Dans le cas où je dis autre chose, vous me recadrez. Non, c'est vrai. Le chef de l'État s'en est plein. Il a dit que ça pesait quand même sur lui. Ça pesait quand même sur lui. Le temps de terminer, comme il termine son mandat à l'Union africaine, maintenant il va s'occuper de la République. Mais malheureusement, la RDC est obligée par voie de conséquence de gérer la CAC. Je me demande une année qui nous reste avec les 145 territoires qu'il faut les développer et toutes les promesses faramineuses que le chef de l'État nous a faites lors de sa tournée au Kasaï. Je crains que cela puisse encore souffrir de pilotage et de coordination. Merci beaucoup Rodrigue Ramazali. Ce n'était qu'un biscuit, mais moi ce qui me fait rire hier quand je suivis les ministres des Affaires étrangères, les ministres d'État, Christophe Lutundula qui dit que non, désormais il y a déjà des fonds décaissés pour octroyer 3 véhicules à chaque ambassade de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Apparemment il se poserait même des problèmes de véhicules pour nos ambassadeurs à l'étranger, je ne sais pas. En fait, ce n'était qu'un biscuit. Nous prenons vite fait avec Armand Moukoulou. Je sais que dans votre temps d'antenne, vous aurez à réagir. Nous prenons l'avis de la Haute Cour, parce que c'est également ça l'actualité. La Haute Cour militaire qui rejette la demande de la partie civile demandant la comparution de M. Joseph Kabila dans ses procès chez BA. Hier, j'étais avec India Omari du PPRD ici, qui me dit clairement que qu'est-ce qui empêche l'Union sacrée d'abroger cette loi portant statut d'ancien chef de l'État et chef de corps? Bon, je voudrais d'abord faire comprendre, dans mon temps d'antenne, je voudrais d'abord faire comprendre à Rodrigue que les États, d'une manière générale, selon les relations internationales, sont appelés à vivre ensemble. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes pouvant permettre une symbiose des relances économiques. Parce que si nous ne les faisons pas, nous serons écartés dans les zones économiques mondiales. Pourquoi j'ai dit ça? La CAC a été créée en 1983, mais c'était relativement à des propositions, sinon à des recommandations de Lagos en 1980. Donc, je crois que c'est une organisation bien structurée, mais avec comme rôle de faire l'interface pour créer une sorte d'unité interrégionale pour aboutir à un marché économique commun. Donc, il est de notre intérêt en tant qu'État, si nous voulons aller de l'avant, d'y être là-dedans. Comme c'était à tour de rôle, c'est maintenant le tour du président de la République, non, pas le tour du président, de la RDC comme étant une nation, un État membre, de tenir à la tête de cette structure, je dirais, internationale. Donc, je ne vois pas les mal dans tout cela. Ce que nous devons faire, c'est plutôt d'accompagner le mandat du chef de l'État à travers de propositions
budgétaires ou soit des propositions économiques qui feront de sorte que notre participation comme État au sein de la CEAC puisse réellement répondre à des obligations, sinon puisse répondre aux bénéfices non seulement des pays membres mais aussi de la RDC même sur le plan international. Alors, la problématique de l'interpellation du sénateur à vie Joseph Kabila, moi je crois, j'ai toujours eu cette attitude de ceux-là qui se réservent dans une affaire judiciaire. Moi j'aimerais que la justice militaire continue dans ses puisse continuer dans ses enquêtes. La haute cour a rejeté la demande de la partie civile. Donc Kabila ne pourrait pas se présenter. Non, je crois que nous avons tous suivi ces communiqués émanant de la haute cour militaire. C'était une décision d'une chambre siégeant à la matière. Je crois mon ami Rodrigue est juriste. Il pourra peut-être amener beaucoup plus d'éclaircissement là-dedans. Je crois que ce n'est pas la décision de l'arrêt de la cour militaire. En fait, c'est une décision prise dans une chambre siégeant à la matière. Et même le président de la haute cour militaire lui-même, dans sa déclaration, il l'avait précisé. Donc, si je comprends bien, pour vous, il y a toujours des chances que Kabila comparaisse dans cette affaire? Mais bon, moi je ne suis pas juge, hein. Moi je ne suis pas juge militaire, je ne suis pas magistrat militaire. Je crois que nous devons laisser la justice faire son travail. Joseph Kabila aujourd'hui profite de cette loi portant protection des anciens chefs d'État. Oui, vous savez, aujourd'hui, moi je crois, selon même la constitution de notre pays, s'il faudrait que Joseph Kabila puisse répondre devant la justice, peut-être qu'il faudrait passer aussi au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, parce qu'il faudrait qu'il y ait la levée de ces immunités estimées à on parle de des cas de la plénière. Donc, alors, je crois que nous devons laisser à la justice faire son travail. Ramazani, tant que juriste, je vous ai présenté ici, tant que juriste, quelle lumière pourrez-vous apporter au sein de la population, l'opinion qui a appris cette nouvelle que, selon la décision de la haute cour militaire de rejeter la demande de la partie civile, donc c'est fini, Kabila ne va plus comparaître dans cette affaire de CBA. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'expert? Bon, avant d'entrer dans le fond de cette question, je balaye rapidement une partie de l'intervention d'Armand liée à la participation de la RDC dans les différentes organisations internationales. Bon, pour moi, c'était une réaction qui n'en valait pas la peine. Je n'aurais même pas dû venir répliquer contre ce que moi j'avais dit. En fait, les problèmes, très cher Armand, ce n'est pas le fait que la RDC puisse être celui qui accepte toutes les organisations internationales. Je vous dirais que le Rwanda, par exemple, n'accepte pas tout. Le Rwanda n'est pas signataire du statut de la CPI, ainsi de suite. Mais c'est un État qui continue à fonctionner. La question, ma préoccupation était celle d'évaluer notre participation avant de nous engager dans le cadre, au lieu de continuer à faire figure de parents pauvres, au lieu que la RDC continue à faire figure de parents pauvres, de se plaindre à tout moment, être ridiculisé sur le plan international. Par moment, on nous refuse de prendre la voix dans une organisation quelconque, de donner notre voix parce que nous sommes en retard des cotisations. C'est pas digne d'un État. C'est pas digne d'un État. C'était ça l'essence de mon intervention. Maintenant, revenons sur la décision de la Cour. Vous savez, moi, je suis de ceux qui se sont battus, pour ceux qui ont levé leur voix pour que ces procès, pour que finalement qu'ils puissent avoir un vrai procès sur l'affaire CBA. Et ici, je compatis même avec sa famille pour qui la douleur continue jusqu'à ce jour. Et apparemment, on est encore loin de pouvoir apaiser leur souffrance. En fait, qu'est-ce qui se passe au regard de la demande de la partie civile?
Au regard de la partie civile, la juridiction militaire a décidé de donner une décision avant dire droit, comme on l'a dit. Une décision avant dire droit. Et cette juridiction a décidé de rejeter la demande. Mais la grande question ici est celle de savoir, malheureusement j'ai cherché la décision, quand vous m'aviez envoyé le sujet, j'ai cherché la décision, malheureusement les personnes contactées n'avaient pas aussi la dite décision, enfin de lire et de savoir les motivations du juge pour me permettre de donner ne serait-ce qu'un avis confortable, mais je vais analyser comme tout juriste. La première de question est celle de savoir, Joseph Kabila devait comparaître comme qui, en quelle qualité? On parlerait des renseignants. Si c'est en qualité d'un prévenu, il y a des pesanteurs. Il y a des contraintes, tant constitutionnelles que législatives. N'oublions pas que du point de vue constitutionnel, c'est un sénateur qui juge de toutes les prérogatives d'un sénateur. Il a ses immunités, il faudrait au préalable lever ses immunités. Et pour lever ses immunités, pour qu'il comparaisse comme un prévenu, c'est la charge de l'Union sacrée. C'est l'Union sacrée de décider si jamais Joseph Kabila devrait comparaître comme un prévenu. C'est à l'Union sacrée d'élever ses immunités parce que l'Union sacrée a la majorité. Mais bon, nous connaissons la scène Matatampo au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxième chose, il y a cette pesanteur législative avec la loi sur le statut des anciens présidents. Moi, je crois qu'une fois de plus, c'est la responsabilité de l'Union sacrée, majorité à l'Assemblée nationale, d'abroger cette loi. C'est à l'Union sacrée qui revient cette charge, d'abroger cette loi, afin de permettre que les anciens présidents comparaissent devant des juges, devant des juridictions. Mais que malheureusement, nous savons que ça ne viendra pas lorsque nous regardons même le procès 100 jours. Les procès 100 jours où l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État avait dit plus d'une fois devant le tribunal que il faisait tout ce qu'il faisait, c'était sur instruction. Donc les noms du président sur instruction du président de la République. Moi, j'aurais voulu à l'époque que le chef de l'État comparaisse ne serait-ce que comme un renseignant. Comme un renseignant pour nous renseigner, pour donner la lumière à la justice. À partir de ce moment-là, on aurait eu la température de la justice pour se dire que nous avons bel et bien une justice indépendante. Mais comme ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'une justice manipulée, manigancée, il n'y aura rien de bon qui viendra de là. Donc maintenant, Joseph Kabila pouvait bien, à mon sens en tout cas en droit, je ne trouve pas des pesanteurs qui empêcheraient un ancien président de la République, un ancien président de la République, député soit-il ou sénateur, de comparaître comme un renseignant ou un témoin. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'est pas directement engagé dans l'affaire. Mais dans le cas où le juge déciderait de l'inculper suite à ses propos par rapport à l'affaire, à ce moment-là, les mécanismes de protection qui sont d'une part légales et constitutionnels peuvent être mises en mouvement. Mais le vrai problème aujourd'hui est que il y a un sérieux problème de la justice. La justice n'est pas indépendante. La justice n'est pas indépendante lorsque vous regardez... Le président l'a si bien dit également. Lorsque vous regardez les récents événements qui ont scandalisé tout un pays. Mais ça n'a pas seulement scandalisé les magistrats, où vous voyez les gardes... les magistrats n'ont pas été scandalisés parce qu'en principe, l'action publique devrait se mettre en mouvement automatiquement pour rétablir l'ordre public perturbé par la famille du président de la République, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président Aïdé Depès, par la garde républicaine, par la police. Mais ici, les ministères publics lui-même n'a pas constaté que c'est tu. Mais vous allez voir que rapidement, Barnabé Miningagno, mon ami, qui se retrouve en prison, Jacques Ndala est en prison pour de fait, j'ai dit bien bénin. Le communicateur se retrouve facilement en prison et là on veut nous crier que nous sommes dans un état de droit. Non, nous sommes dans une jungle et très loin d'être dans un état de droit. Rodrigue Ramazani, merci beaucoup. On avance vite et j'espère que dans votre temps d'antenne vous aurez à réagir à mais nous prenons la réaction vite du cardinal Ambongo sur les propos du président de la République. C'était avant-hier. Mboka et Koufi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça vous chatouille, vous, de l'Union sacrée, de dire que les cardinaux ne devraient pas dire ça. L'Église est maintenant, j'entends plusieurs de vôtres qui disent actuellement que non, l'Église peut Koufi, parce que cardinal Ambongo a jugé que c'était très grave les propos du chef de l'État, étant qu'un président de la République, père de la nation, de susciter ces désespoirs au sein de la population.
nous devons contextualiser la situation. J'ai beaucoup de respect envers l'Église catholique à travers ses prélats. Notamment, j'ai beaucoup d'estime à l'endroit de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, parce que je suis d'abord d'une famille catholique. Mais vous savez, nous devons faire la part des choses entre l'Église et la politique. L'Église a pour mission évangélique. L'Église a une mission évangélique, je le répète. C'est vrai, ce sont d'abord avant tout des humains, des hommes comme nous autres, des citoyens congolais, qui peuvent constater un certain nombre de bavures ou soit de dérapages dans la société congolaise. Attendez. Ils peuvent donner leur opinion, parce que constitutionnellement parlant, nous avons la liberté d'expression. Exactement. Ce sont des citoyens congolais. Mais nous devons maintenant comprendre la réaction de son éminence, cardinal Ambongo, avec les effets de cette réaction. Ah, d'accord. Parce qu'il n'est pas un simple citoyen lambda. Oui. C'est le cardinal. C'est un leader d'opinion. Je dis bien, c'est un cardinal. Donc, c'est un leader, non seulement d'opinion, mais c'est aussi un leader dans la société congolaise. Alors, l'Église a ses orientations. La politique a aussi sa façon de fonctionner. Lorsque je venais ici dans cette émission, j'ai vu une vidéo en train de circuler. Je n'ai même pas apprécié cette vidéo. Laquelle? Où je vis dans cette vidéo, il y a le conseil paroissial c'était Saint-Dominique. On fermé les portes. Ils ont fermé des portes comme ça et il y a eu... Le cardinal était là. Il y a eu des prêtres qui je ne sais même pas, qui sont allés où avec ces clés-là et le cardinal était là, il s'est fâché comme ça. Alors, toi, Gramic, tu me diras à moi, Arma, parce que je suis politicien, de faire une récupération politique derrière ces comportements. Mais c'est ce que vous aviez fait, non? Ce sont plus les gens de l'Union sacrée qui ont partagé cette vidéo. Je t'ai donné un simple exemple. C'est pour te dire que nous devons faire la part des choses. Moi, j'aimerais que notre cardinal Ambongo, à qui nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de respect, puisse revenir à la raison. Vous l'aviez applaudi, le cardinal, récemment. Qu'il reste à la recherche de la conquête des âmes spirituelles. C'est en fait ça les rôles. Vous oubliez comme Bosso, qui les conseillers spéciaux en matière de sécurité, François Béat. Non mais attendez. Les chefs de corps s'étaient déplacés pour voir les cardinals. Vous oubliez tout récemment ici. C'est un acte encouragé parce que l'État est appelé là, vous avez applaudi les cardinals. Attendez. L'État, comme étant structure politique, est appelé travailler avec toute forme d'obédience. Ah, d'accord. Quelle qu'en soit la catégorie de cette obédience. Société civile, église, l'opposition, ainsi de suite. La communauté internationale, ainsi de suite. L'État est appelé à travailler avec tous ces systèmes. Ouais. C'est ce qui fera même la beauté de la démocratie dans un État qui se fait réellement être un État de droit. C'est pour cela que nous avions salué le courage institutionnel qu'on fait montrer toutes les différentes institutions. Quand le cardinal dit que nous répartons maintenant sur de nouvelles bases, là vous applaudissez. Non, là ce sont ses opinions. Là vous aviez applaudi. Ce sont ses opinions. Exactement, quand il dit également que le président ne pouvait pas dire ça. Parce que les gens avaient comme l'impression que l'Église faisait un pont à l'opposition. C'est pourquoi le cardinal Ambongo était très clair dans ce sens en disant que désormais, ils vont repartir sur de nouvelles bases. Et on avait même vu Monseigneur Cholet, que je salue, qui avait même crié lors d'un point de presse que laissez l'Église calme, ne vous cachez plus derrière les dos de l'Église, faites l'opposition, l'Église n'est pas une opposition. Mais moi je ne comprends pas. En tout cas,
Des fois, ça me dépasse. Ça me dépasse. Rodrigue, mais j'allais dire ceci. Oui, vous chutez vite. Mon ami Rodrigue a presque tout ramassé. Vous savez, nous devons dissocier l'acte qui nous a été balancé ici à travers l'affrontement de la garde République. Bon, la garde commise au de Kabound, commise pour la protection de Kabound, de la sécurité de Jama Kabound, un élément de la garde républicaine avec le chauffeur qui était à côté. On ne peut pas mélanger ces comportements avec le fonctionnement de la République. C'était un fait qui s'est produit. Et comment on pourrait les dissocier alors? Non, nous avons une police responsable, Grammy. Ah d'accord. Nous avons une armée responsable qui fait un grand travail pour le pays. Qui a été tué. Attendez, Grammy. Attendez, il y a des bavures partout dans tous les secteurs. Ah d'accord. Quand il y a des détourneurs ici par-ci. Donc la mort de Rossi était également une bavure, non? Mais oui, évidemment. Ah d'accord. Ce n'est pas que nous devons, nous comme étant intellectuels, généraliser les faits. Il y a une garde républicaine bien organisée, des élites. C'est une garde spéciale. Réservant la protection du chef de l'État. Oui. Alors, nous devons avoir un maximum de réserves. On ne doit pas généraliser les faits. Bien que nous avons demandé à ce qu'il y ait des instructions judiciaires, parce que je vais même informer à mon ami Rodrigue que l'auditorat militaire s'était déjà saisi de l'affaire. Je crois nous devons laisser à la justice faire son travail. Vous gardez votre souffle. Au lieu de faire des raccordements malencontrés, ce n'est pas bon. Alors, Rodrigue Ramazani, à quel jeu joue l'Église catholique? On voit le cardinal lui-même qui dit que non, actuellement nous répartons sur de nouvelles bases, ainsi de suite, et aujourd'hui le cardinal dit autre chose, on ne sait pas. À quoi joue l'Église catholique, selon vous? Bon, apparemment, Armand vit dans de secrets de l'action publique qui vient d'être selon lui. Bon, je n'entre pas dedans. Je crois qu'il y a des réactions qui n'en valaient même pas la peine. Bon, je vais vite prendre juste à la fin l'argumentaire d'Armand, puis je reprends votre question. Armand, l'ordre public a été perturbé. Les infractions ont été commises. Plusieurs infractions. Et jusqu'à ce jour, la seule chose que nous connaissons de la justice militaire est que la garde républicaine qui était désarmée par la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui jusque-là n'a pas encore démissionné. Bon, je crois qu'il a démissionné. Bon, je sais vraiment pas qui. Il avait annoncé sa démission. Bon, je ne sais vraiment pas. Je suis en train de rechercher qu'est-ce qu'il veut faire. À la fin, le temps qu'on puisse être éclairé, a été libéré par l'auditorat militaire, estimant que son arrestation était arbitraire et ne respectait aucune règle de droit. Ça veut dire nous sommes dans une jungle. Lorsque la cousine ou la petite sœur ou le beau-frère du président de la République décide de prendre le sens contraire, Armand, que voulez-vous qu'on dise de plus si ce n'était pas une infraction ou si ce n'était pas de l'anarchie? Lorsque Kabound décide de descendre lui-même pour trouver des pneus de paisibles citoyens et que sa garde puisse désarmer un élément de la garde républicaine, Armand, c'est la jungle. C'est la jungle. Ça ne se passe pas comme ça. Mais lorsqu'encore ce n'est pas fini, le chef de l'État décide de réprimander Kabound en envoyant... Le chef de l'État, vous dites que c'est le chef de l'État? Laissez-moi finir. En envoyant la garde républicaine dans une expédition punitive. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous lisez l'ordonnance qui portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, dans son article 10, on dit... Et cette ordonnance dit que sur le plan opérationnel, la garde républicaine relève du président de la République. Ça veut dire que la garde républicaine était en pleine opération. Mais nous pouvons présumer... Il y a un commandant, non? J'arrive. Nous pouvons présumer que c'était le chef de l'État. Mais j'accorde au chef de l'État un bénéfice de doute parce qu'il était en déplacement, il était en train de revenir au pays. Donc, si ce n'est pas le chef de l'État qui a ordonné que la garde républicaine part en expédition punitive, donc en opération, ça veut dire que qui a ordonné? C'est la question qu'on doit tous se poser, sans l'aval du chef de l'État. C'est la question qui reste pendant jusqu'à présent. Ça veut dire que nous sommes dans une fausse, je sais pas, fausse sceptique, nous sommes dans une jungle
inexpliquée. Faux sceptique, également un ami. N'est-ce pas? Marlène, voilà. N'est-ce pas? C'est du désordre, soit organisé ou bien, je ne sais pas, parce que je ne peux pas cautionner que la garde républicaine soit en opération et que le chef de l'État ne soit pas au courant de cela. Ça veut dire que nous sommes dans un désordre inacceptable. Raison pour laquelle, pour rétablir l'ordre public qui a été perturbé, nous disons que la justice doit se saisir. Doit se saisir non pas dans le cadre où on a vu Augustin Kabouya aller plastronner dans le bureau d'un magistrat et puis revenir et ne plus y revenir après ses propos. Mais Barnabé Milingagno, mon ami, est en prison. Jacques Ndala Kroupi en prison. Henri Magie en prison. Patrick Lokala, il n'y a pas longtemps, à cause de ses opinions, il a été en prison. Mais bon, bref, c'est ça l'état où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un état d'anarchie. Nous sommes dans une anarchie qu'il faut vite corriger. Et cela ne sera corrigé que par les Congolais s'ils se décident de se réapproprier leur avenir dans 2023 et dont le président de la République, Félix Tshisekedi, à devenir le 2e sénateur à vie. Quel jeu joue l'Église catholique, vous savez, pour prendre votre question maintenant, dans l'histoire du pays, j'adore l'histoire du Congo. Dans l'histoire du pays, lorsque vous l'analysez, et je parle de l'histoire du pays depuis 1885, lorsque vous l'analysez, vous constatez que le pouvoir politique a toujours marché de pair avec l'Église. Nous sommes, là, ça me vient, voilà, ça arrive. Nous sommes en 1920. Vers les années 1920, vous vous souviendrez que la RDC était, le Congo, l'État indépendant du Congo, était une des plus fortes administrations de l'Afrique. Et à la différence peut-être avec la Mauritanie qui était un peu mieux organisée que nous. Mais vous allez remarquer, pour bien analyser la vie politique de l'époque, il faut l'analyser dans une forme de trilogie ou encore de trinité, où vous avez d'une part l'administration, vous avez l'Église et les entreprises. Vous allez constater que l'Église avait toujours un rôle à jouer dans l'histoire de notre pays. Comment je le dis, à un moment donné, l'Église avait constaté que les indigènes, comme on les appelait à l'époque, il y avait de moins en moins des hommes qui devaient tenir le champ dans nos villages. Pourquoi? Parce que les entreprises, quand ils venaient pour recruter la main-d'œuvre, ils prenaient beaucoup d'hommes, ils partaient avec, et les villages avaient du mal à fonctionner et à faire du champ. Conséquence, l'Église était montée au créneau. L'Église était montée au créneau pour dénoncer. À l'époque, nous sommes encore à l'époque de l'État, nous sommes encore à l'époque de la colonisation. L'Église était là avec le colon blanc, ils ont dénoncé. Et aujourd'hui, l'Église est en train de jouer ce même rôle qu'il n'y a pas longtemps, vous l'avez rappelé Armand, que l'Église avait joué pour Denis Kadima. Pour valider Denis Kadima en disant que l'opposition devait prendre ses responsabilités. La majorité était contente. Aujourd'hui, l'Église prend une position pour dire qu'un chef d'État ne peut pas dire ça, comme le disait François Hollande. C'est très grave, il dit que c'est très grave. Mais François Hollande a publié un ouvrage où il a clairement dit qu'un chef d'État ne peut pas dire ça. Mais c'est ce que le cardinal Ambongo est en train de faire. Il dit qu'un chef de l'État doit susciter de l'espoir. Il ne fait pas de la politique. Lorsqu'il tacle l'opposition, c'est très bien. Mais lorsqu'il tacle du côté du pouvoir, l'Église est devenue politique. Non, l'Église n'est pas politique. L'Église est toujours dans ce rôle depuis 1920 jusqu'à ce jour. L'Église n'a pas changé de position. L'Église est aux côtés du peuple, aux côtés de la population. Quels seraient les péchés si l'Église s'est taisée? L'Église ne peut pas se taire. Je vous ai relaté l'histoire, je vous ai ramené trop loin. En 1920... On dit que l'Église en fait un peu de trop. Non, l'Église n'en fait pas de trop. L'Église est dans son rôle de la société. Il est là pour veiller au bien-être des âmes du Christ. Dans le cas de l'Église catholique, qui sont en train de veiller au bien-être de la population. L'Église est toujours là aux côtés de la population. Cette Église était avec l'IDPS. Cette Église était avec l'Envol. Cette Église est avec tout le monde. Et moi, je trouve ça indécent que nos amis de l'Union sacrée aujourd'hui puissent venir critiquer l'Église, critiquer les cardinals, parce qu'il a donné une position. D'abord, le cardinal est un citoyen. Il donne sa position en tant qu'un leader. Vous savez, nous avons connu plusieurs leaders. Nous avons connu plusieurs leaders religieux. Nous avons connu Martin Luther King qui était au devant de certains combats. Nous avons connu, je vais en citer, il y en a eu plein de leaders spirituels qui ont amené le peuple vers des libérations. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas demander au cardinal Ambongo de se taire lorsqu'il constate qu'il y a des dysfonctionnements
dysfonctionnement. Et encore que nous sommes dans un régime qui ne respecte rien, un régime de violeurs. On dit que nous sommes dans un état laïque, l'église catholique... Mais est-ce que l'église catholique a interdit aux musulmans de parler? Est-ce que l'église catholique, vous avez un pasteur qui passe de temps en temps à la télé ici, qui parle au nom de la majorité? J'ai oublié, c'est un pasteur, il est président d'une équipe de football. Il parle ça et là au nom de... Pourquoi ça n'a jamais gêné l'opinion? Pourquoi la position du cardinal doit gêner? Il y a un pasteur qui parle au nom du pouvoir, mais heureusement pour l'église, il parle contre l'opposition et il parle aussi contre le pouvoir. Merci beaucoup. Donc l'église catholique, à mon sens, le cardinal Ambongo est au milieu du village. Alors, il est aux côtés de la population. Rodrigue, plutôt Armand Moukoulou, nous allons prendre les derniers sujets vite dans votre temps d'antenne. Vous allez vous organiser. Nous prenons ce qui se passe à l'Union Sacrée. Vous êtes à l'Union Sacrée. Ce que l'on constate actuellement, comment expliquer que Kabound, hier, les tout-puissants Kabound, les députés, c'est lui qui organisait des réunions, c'est lui qui appelait les députés. Mais aujourd'hui, tout le monde pratiquement désavoue Jean-Marc Kabound. On prend les députés nationaux, les députés provinciaux. Il y a même certains qui disent que s'il ne démissionne pas comme il avait annoncé, en tout cas, les députés vont les forcer à démissionner. Bon, merci Gramik. Rodrigue doit aussi comprendre que l'Église a pour rôle d'influencer les générations, mais positivement. L'Église n'a pas pour rôle d'instaurer un système de désordre dans un régime politique. Oh. Là, il y a un problème. L'Église est en train de créer un désordre? Mais attendez, je vais te faire un rappel des faits. Vous savez, lorsque nous parlons, là, je parle d'Émile Durkheim, lorsque nous parlons de la théorie des dominants-dominés, les dominés, c'est une catégorie de peuples qui font partie de populations soumises. Mais les dominants, c'est un peuple qui fait partie des populations insoumises. Ce sont les dominants qui donnent des injonctions aux dominés dans des nations sous-développées. Par exemple, la RDC, nous voyons économiquement la Chine aujourd'hui est forte et puissante. Nous voyons les États-Unis d'Amérique qui font partie de ce système. Vous voulez dire quoi? Dominant. Alors, lorsqu'il y a eu la colonisation en Afrique, l'évangile a été parmi des armes qui ont accompagné la colonisation en Afrique. Parce que lorsque les Blancs sont venus en Afrique, pour le cas de notre pays, ils ont utilisé l'évangélisation. Donc, là je vois la religion, la culturalisation européenne. Ils ont amené ça ici chez nous. Et ils nous ont amené des styles psychologiques militaires. Alors, on ne doit pas négliger cet aspect des choses. C'est-à-dire l'Église qui se mêle dans les actions politiques ne plus une Église qui restera au milieu du village. Là, il y a un problème. Évoluons Armand. Voilà, oui. C'est par là que j'interpelle, j'invite le cardinal Ambongo de se ressaisir. Nous avons beaucoup de respect envers lui. S'il voudrait réellement que notre pays puisse aller de l'avant, il doit nous éviter ce genre de déclarations qu'on sort, qu'il nous laisse à nous les politiciens se battre, se poumonner, ainsi de suite. Évoluons. Nous lui réservons notre respect à nous, envers lui. On prend l'Union Sacrée. Gramik. Comment expliquer que hier, Kabound est tout puissant, aujourd'hui, il y a même des députés qui désavouent Jean-Marc Kabound. Attendez, il n'y a pas de tout puissant dans un pays. Mais c'est lui qui réunissait les députés de l'Union Sacrée et qui organisait des réunions. Mais oui, c'est question d'organisation, ça c'est pas un problème. Il n'y a pas de tout puissant dans un pays. La puissance réside sur la constitution. C'est là où il y a des principes sacro-saints qui fondent le soubassement d'un pays. Donc, il ne faudrait pas venir me parler d'une personnalité, sinon c'est un tout puissant consort. Mais alors, dans tout cela, nous devons aussi comprendre que Jean-Marc Kabound, c'est d'abord un citoyen congolais.
Dans le cadre de son parti politique, l'IDPS, vous savez, l'IDPS est régi, en ce que je sache, par un règlement d'ordre intérieur de l'UDPS et ils ont leur statut. S'il faudrait parler de Jean-Marc Kabound comme président AI de l'UDPS, je crois on parle de on n'en parlera même pas ici. Au sein de l'Union sacrée, les partis politiques sont des faits privés. Les rôles que jouerait Jean-Marc Kabound au sein de l'Union sacrée. Pour vous, si Jean-Marc Kabound on essaie un peu, qui pourrait remplacer Jean-Marc Kabound au sein de l'Union sacrée? La carrure, pas la carrure, le charisme de Jean-Marc Kabound, l'engagement. Gramique. Bon, je n'irai pas dans cet adage qui nous stipule que nul n'est irremplaçable dans la vie. Mais je te dirai ceci. Moi, je crois que ce n'est pas un dossier prioritaire pour la République. Gramique, aujourd'hui, la population a besoin de l'eau. La population a besoin de l'électricité. La population a besoin des routes. Nous avons besoin que la gratuité de l'enseignement puisse prendre réellement corps à travers des réformes. Mais c'est vous qui nous proposez ces spectacles désolants, l'Union sacrée. Gramique, aujourd'hui, les policiers ont besoin que leur salaire puisse être revu à la hausse. Aujourd'hui, les enseignants veulent qu'il y ait augmentation dans leurs salaires et primes. Gramique, nous avons besoin de l'emploi dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je te dis que les cas de Jean-Marc Kabound, en tout cas à mon avis, ce n'est pas un cas prioritaire. Mais sur le plan politique, on doit dissocier la personne de Jean-Marc Kabound comme étant président AI de l'IDPS et Jean-Marc Kabound qui exerçait, soit qui exerce une fonction. Attendez, si vous avez une fonction au sein de l'Assemblée nationale comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, on ne démissionne pas sur Twitter. Si Jean-Marc Kabound démissionnait au sein de l'IDPS, il y a des mécanismes appropriés dans l'IDPS comme étant un parti politique organisé pour remplacer ou soit prendre des décisions courageuses quant à ça. Mais si Jean-Marc Kabound, comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, démissionnait, parce que là, à ce moment-là, nous voulions voir Jean-Marc Kabound aller déposer sa démission conformément ou relativement aux coutumes administratives. Et puis conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il doit aller démissionner ça comme ça sera réceptionné. Mais, je crois qu'il sera remplacé. S'il démissionnait, il sera remplacé par quelqu'un d'autre de l'IDPS. Parce que c'est une place réservée à l'IDPS. Donc, c'est par là, je ne voudrais pas que nous puissions nous marteler sur le fait qu'il y a eu un affrontement entre un élément de la garde républicaine et une garde commis à la sécurité, à la protection rapprochée de Jean-Marc Kabound. C'est un fait désolant, nous avons nous tous dénoncé ça, mais que ça ne puisse pas constituer la caporalisation de la vie publique de la RDC. Il y a des priorités, nous avons beaucoup à faire. Le chef de l'État est dans une philosophie de travailler, de faire avancer le pays. Ce ne sont pas des histoires telles que celles que nous avons vécues qui pouvaient en réalité freiner la République. C'est devenu comme dans tous les plateaux, Jean-Marc Kabound. J'ai beaucoup de respect envers lui. C'est un citoyen comme moi. Nous avons tous la même égalité de chances sur le plan constitutionnel. Mais démissionner, c'est un droit légitime. Nous sommes en démocratie. On ne doit pas freiner la manœuvre du fonctionnement d'un pays pour un acte posé à travers l'intention d'un individu. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Alors, Rodrigue Ramazani, réfléchissons un peu. Selon plusieurs analystes politiques, là j'aimerais à ce que les téléspectateurs nous suivent. Selon plusieurs analystes politiques, on dit que si il y a ces climats de morosité entre les présidents de la République, soit dans l'Union sacrée entre Jean-Marc Kabound et certains caciques de l'Union sacrée, on pourrait s'y attendre. Le gouvernement pourrait être remanié parce qu'on dit qu'il y a certains membres du gouvernement recommandés par Jean-Marc Kabound, même la nomination au niveau des mandataires publics, ça pourrait être retardé parce qu'il y a également des gens recommandés par Jean-Marc Kabound. Et si Jean-Marc Kabound quittait l'Union sacrée, donc c'est normal, une conséquence logique, on pourrait également avoir plusieurs conséquences. C'est pourquoi les gens en parlent, cette histoire de Jean-Marc Kabound.
Vous, quel conseil, tant que politique, vous pourriez donner à Jean-Marc Abound à cet instant? C'est vrai qu'il est de l'Union sacrée, vous n'êtes plus là, mais tant que politique, son avenir politique serait en danger à cet instant ou non? Bon, permettez-moi, Grammy, de rebondir juste à la fin et puis je vais revenir. Écoutez, très cher Armand et très chers compatriotes qui nous suivez, si nous parlons de cet incident, c'est parce que l'IDPS s'est donné comme un cheval de bataille la mise en place d'un état de droit en République démocratique du Congo. Dans cette affaire, Jean-Marc Abound, garde républicaine, famille du chef de l'État, l'IDPS s'est donné comme lutte depuis des années, plus de 37 ans de combat pour la mise en place d'un état de droit. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, par Félix Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi, les Sphinx, nous attendons rien d'autre que la mise en place d'un état de droit. Mais malheureusement, ce que nous constatons est que la justice est devenue d'un coup muette face à des faits aussi graves, alors que j'insiste, Barnabé Milingagno pour des faits bénins, il se retrouve en prison, Jacques Indala pour des faits bénins se retrouve en prison, tant d'autres ont été interpellés par les services de sécurité ici. Il suffit de chanter une chanson, vous êtes interpellés. Alors que l'ordre public a été perturbé, mais notre très cher Armand, acteur politique, c'est lui qui aspire demain à avoir la confiance de la population et diriger cette nation. Il dit non, ne nous attardons pas là-dessus, sur la question de l'état de droit. C'est un fait qu'il faut ignorer parce que ce n'est pas essentiel de la vie politique, c'est l'essentiel de notre République. Nous en parlons pas parce que nous aimons le visage de Jean-Marc Abound, encore moins parce que nous sommes haineux envers le chef de l'État. Nous en parlons parce que nous aimons la RDC et que nous voulons cet avènement d'un État de droit. Que malheureusement, à la manière de conduire les choses de l'Union sacrée et l'IDPS, ainsi que Félix Tshisekedi, cet État de droit ne viendra jamais. Jean-Marc Abound était le tout-puissant. Pour moi, il est devenu pratiquement comme un nouveau Saddam Congolo Mobutu pour traumatiser la population. Oh. Un monsieur qui se permet de trouer, de punir de paisibles citoyens. Aujourd'hui, on en parle. On avait parlé de ça avant parce que c'était la maman du président de la République. Jean-Marc a gueulé à Mouli. Jean-Marc, il a gueulé sur le général Amouli, officier. Ce sont des histoires. Un instant, Armand. Nous sommes à la fin. Un instant, Armand. On n'avait pas. Un instant, Armand. N'est-ce pas? Donc ça veut dire, ça veut dire que monsieur Jean-Marc Abound, dans ce pays, était devenu un tout-puissant. Donc il ne faut pas l'ignorer. Lorsque vous vous permettez de rendre justice à la place de tout un pouvoir qui existe dans nos constitutions, vous devenez juge pour trouver et décider qui ira en prison, qui ira payer des contraventions, qui ira payer des amendes. Vous devenez juge. Vous tranchez pratiquement des décisions, ce qui est inacceptable dans un État de droit. Les policiers ont besoin d'augmentation. Oui, les policiers ont besoin d'augmentation. Mais ça fait 3 ans que ces policiers ne sont même pas dotés de tenues, militaires. Ils sont obligés de l'acheter à 25 000 francs avec leur propre argent. Ils achètent des bottes avec leur argent. Pour aller en détachement, un policier est obligé d'acheter lui-même son propre arme à feu. Vous imaginez dans quel contexte de l'État nous sommes? Alors que lorsque vous arrivez au pouvoir, au lieu de faire 100 jours pour dilapider l'argent de l'État, les 100 premiers jours sont les 100 premiers jours de réforme à engager. Vous ne l'avez pas fait. L'armée n'est pas réformée, la police non plus. Les services de sécurité sont en train de souffrir sur des questions de réforme. Et ici, vous voulez faire une plaidoirie, je ne sais pas, pour se moquer de ces policiers. Il faut le respecter. Ils ont besoin de l'augmentation. Mais votre pouvoir ne les a jamais regardés. Les gens ont besoin du boulot. Jusqu'aujourd'hui, je vous rappelle, nous attendons pour devenir à l'Allemagne d'Afrique. Le chef de l'État a fait plus de 118 voyages pour aller chercher des investisseurs. Jusqu'aujourd'hui, nada, zéro. Il n'y en a même pas. Encore que Mike Hammer, appelé Charles Resmond Zita, nous a clairement dit que les investisseurs américains ne viendront jamais parce que le Congo est un pays de corrompus. Donc on peut seulement s'arrêter là pour aller rapidement. Quel conseil pourriez donner à Jean-Marc Abound à cet instant? Parce qu'on pourrait s'imaginer que son avenir politique pourrait être, je ne sais pas, un peu beaucoup d'embûches actuellement. Je crois que tout compte fait, ce qui va arriver, certainement, le président AI de l'IDPS, je ne sais pas si je dois déjà l'appeler le président AI honoraire, il y en aura encore un autre AI après le AI,
Du reste, l'IDPS fonctionne comme l'État aujourd'hui. Hein. Vous comprenez que les statuts ne sont pas respectés, il n'y a rien. Il se plaint déjà de violation de statuts, ainsi de suite. L'IDPS fonctionne aujourd'hui comme l'État. Dans le désordre, rien n'est respecté, tout est violé. Donc il y aura certainement un autre AI après Jean-Marc Aboun. Mais de toute évidence, le président AI actuel de l'IDPS a perdu quelques plumes. Ah d'accord. Il a perdu quelques plumes et il va en perdre davantage. Il doit faire quoi, démissionner ou rester? Démissionner ou rester, bon, encore que je ne sais pas, est-ce qu'il va démissionner, il ne va pas rester, parce que la parole d'un homme d'État, la parole d'un homme public est sacrée. On ne prend aujourd'hui Twitter, c'est pas seulement un réseau social, encore quand votre compte est certifié, c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est une voix officielle qui porte. On ne peut pas porter une voix officielle sur la place publique et ensuite commencer à se rebiffer. Ça démontre à suffisance l'absence de caractère. Ah d'accord. Le manque de caractère, manque de détermination. Vous savez, même moi, le Rodrigue Ramazan qui est devant vous, j'ai pris une décision forte. Lorsque le parti a décidé de quitter l'Union Sacrée, j'étais membre au cabinet du ministre de la Défense. J'ai décidé de les quitter et j'ai pris ma décision avec courage, j'ai quitté. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont restés. Même plus fort que Kaboul. C'est vous qui le dites, moi je n'ai rien dit, moi je n'entre pas dans vos propos, vous qualifiez ce que vous voulez. Tout ce que moi je veux dire, je me considère comme un homme public, je ne peux pas me rétracter sur une parole donnée parce que ça va de soi avec mon honneur et ma personnalité. Aujourd'hui, le président AI de l'IDPS a démontré qu'il avait moins de caractère et encore moins de personnalité à défendre. Merci beaucoup. Nous finissons avec vous, Armand Moukoulou. Nous avions commencé avec Rodrigue, nous finissons avec vous. Vite, 1 minute en tout cas. Rodrigue a très mal interprété ma communication. Vous savez, moi j'ai toujours eu l'attitude d'un homme honnête. C'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Et même le chef d'État, que je salue, lui-même a toujours été honnête. Quand il l'avait même dit, lors de son discours sur l'état de la nation, lui-même l'avait dit, sur les plans sociaux, il y a encore beaucoup à faire. Quand il dit Mboka ici, mais pourquoi l'Église va, bon je parlerai du cardinal Ambongo, va récupérer, je dirais, cette communication autrement, et en faire un sujet d'intoxication. Depuis 1970, attendez, depuis, j'ai mon temps. Depuis 1970, nous sommes un pays importateur, on n'est plus un pays producteur. Nous avons eu des pillages, zayanisations, ainsi de suite. On n'a plus d'entreprises publiques mixtes dans notre pays. On attrape aujourd'hui des ports illégaux pendant plusieurs années. Laissez-moi le temps de parler. Si vous plaît, j'ai conclu. Ça, il faut le reconnaître qu'ils ont une responsabilité. Aujourd'hui ont beaucoup de contrats d'opération au détriment des ports légaux pendant plusieurs années. On a en faillite, l'Amiba en faillite, Jekamina en faillite. Tout cela, on ne dira pas de Mboka ici pour faire. Alors nous devons travailler pour relancer l'économie nationale, les finances publiques du pays. Il faudrait travailler. Beaucoup à Pierre Mouguela, merci beaucoup à Louison, merci beaucoup à Florent Bachampi, merci aux invités, Rodrigue Ramazani, cadre au niveau de l'envol, et Armand Moukoulou, cadre au niveau de la CCU. Je suis Glamik Legon. Les relais YouTube Peter Tiani RDC, abonnez-vous massivement. L'émission c'est à suivre encore à 19h. 19h, 1h, 7h juste, et puis 10h30 aux antennes de Perfect Télévision. Je suis Glamik Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.